À quelques heures du 1er de l'an 2006, une luxueuse Mercedes est impliquée dans un accrochage. À l'invitation d'un policier, son conducteur en descend. Il est âgé, il titube. Son nom, Nick Rizzuto. L'année 2006 commence bien mal pour le fameux caïd. Et elle n'allait pas mieux finir. Quelques semaines après cet accrochage, en mars 2006, Niccolo Rizzuto, à 81 ans bien sonné, allait être accusé de conduite en état d'ébriété. L'année commençait donc sur un bien mauvais pied pour le présumé parrain de la mafia montréalaise. Et ce n'était qu'un début. Au mois de mai, son fils Vito, extradé à New York à la demande des autorités américaines, était condamné là-bas à 10 ans de prison ferme pour gangstérisme et complot. Finalement, 6 mois plus tard, Nick Rizzuto lui-même allait être pris dans une gigantesque rafle anti-mafia, à peu près sans précédent dans l'histoire canadienne. Une chose que ni lui, ni bien des policiers n'auraient cru possible après toutes ces années à vivre du crime. Le parrain allait passer les 2 années suivantes derrière les barreaux, en attendant le dénouement de l'affaire devant les tribunaux. Ce n'est que le 2 mars 2006 que Nick Rizzuto est formellement accusé à la Cour municipale de Montréal de conduite avec les facultés affaiblies. Son avocat enregistre alors en son nom un plaidoyer de non-culpabilité. Déjà, les choses ne vont pas très bien pour l'octogénaire. Son fils Vito, présumé être aux yeux de nos diverses polices le plus puissant mafioso au pays, croupit dans une prison montréalaise depuis plus de 2 ans. Il combat alors devant nos tribunaux une demande d'extradition des autorités américaines qui ont des choses à lui reprocher en marge du triple meurtre de gangsters new-yorkais auquel il aurait participé 25 ans plus tôt. Finalement, le verdict tombe et il est sans appel. Vito va devoir faire face à la musique. Le 17 août 2006, il monte sous bonne escorte à bord d'un avion du FBI qui va l'emmener à destination. Le coup a dû être dur pour Nick Rizzuto. Il a 80 ans passés quand son fils écope d'un billet aller seulement pour New York. A-t-il pensé que les temps étaient durs? Il ne savait pas que le pire allait survenir 3 mois plus tard. La foudre s'abat sur lui le 22 novembre 2006. À l'aube, on sonne à la porte de sa résidence cossue du nord-ouest de Montréal. Il s'agit de policiers venus l'arrêter. C'est une image qui reste dans l'imagination. Voir le patriarche du clan Rizzuto, qui était à ce moment-là âgé de 82 ans, les mains liées par des attaches de plastique, son fameux chapeau de feutre sur la tête, qui se fait arrêter. On avait l'impression là, que c'était une arrestation en Sicile. C'est l'impression qu'on avait. T'sais. Puis il fait un petit sourire. Avant d'embarquer dans l'auto, là, dans l'auto de police, il nous a fait un petit sourire mafieux assez impressionnant. Là. Et lorsqu'il s'assoit avec les enquêteurs, et dans le fond, tout le long du trajet, Nick Rizzuto dit « Voyons, pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? » Et lorsqu'il arrive dans la salle d'interrogatoire, évidemment, les policiers sont encore confrontés à ces questions-là, et il y a un portable sur la table. Les policiers tournent le portable vers le patriarche du clan Rizzuto et lui présentent quelques images vidéo de filature, quelques preuves qu'ils ont contre lui. Et là, Nick Rizzuto, qui ne cessait pas de répéter « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? » dit aux policiers « Écoute, c'est beau, arrête ça, j'en ai assez vu, maintenant amenez-moi. » Les policiers débarqués chez Nick Rizzuto agissaient dans le cadre d'une opération appelée Colisée. Le projet Colisée, c'est une enquête de l'unité mixte d'enquête sur le crime organisé qui visait la mafia montréalaise. Alors, l'unité mixte d'enquête sur le crime organisé, c'est une équipe d'enquêteurs formée surtout d'enquêteurs de la GRC, mais également de la SQ, de la police de Montréal, de la police de Laval, de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada, là, qui est les douaniers. Il y a 700 policiers qui ont été déployés un peu partout. Il y a eu plus de 100 perquisitions dans des maisons, dans des commerces.
dans des cafés appartenant à la mafia italienne. Les policiers ont fait plusieurs saisies. Ils ont fait des saisies d'argent. Par exemple, 2,9 millions de dollars ont été trouvés dans le sous-sol d'une résidence en argent comptant qui a été saisie par les policiers. Il y a d'autres saisies d'argent qui ont été faites qui étaient cachées à différents endroits. Que ce soit de l'argent, des maisons qui ont été saisies ou d'autres types de biens qui ont été saisis, des immeubles à logement, etc., c'est environ entre 6 et 10 millions de dollars qui ont été saisis par la GRC. On parle de la saisie ou du gel de produits de criminalité, particulièrement de quelques 3 millions de dollars, de comptes bancaires, de résidences, ainsi que de plusieurs kilos de cocaïne. À l'opération Colisée, c'est la plus grande opération anti-mafia qu'il y a jamais eu au Canada. Il y a de la drogue également qui a été saisie, bien entendu. Entre autres, 218 kg de cocaïne ont été saisis à l'aéroport Montréal-Trudeau. Une autre fois, à l'aéroport, 38 kilos ont été saisis de cocaïne toujours. Également, 300 kg de cocaïne ont été saisis à l'intérieur de conteneurs qui provenaient du Venezuela. 101 personnes ont été arrêtées. En fait, ces personnes-là ont été arrêtées en 2 vagues. Une première vague le 22 novembre 2006 et une deuxième vague plus tard en 2008, lorsque les policiers ont réussi à analyser toute la preuve. L'opération Colisée a permis d'atteindre le cœur du crime organisé traditionnel italien et de le surprendre sur plusieurs fronts. Au total, environ une vingtaine de dossiers de cours ont été ouverts. Pour qu'on puisse bien gérer les procédures de ces 101 personnes-là. Parce que 101 personnes, faire un procès pour 101 personnes, c'est complètement impossible. Donc, ce que nous avons fait, c'est séparer ou regrouper les individus en fonction des crimes qu'ils avaient respectivement commis. Le chef d'accusation qui regroupait à peu près tout le monde, c'était complot. Alors, complot pour importer des stupéfiants, complot pour en trafiquer, et aussi gangstérisme. C'est un des chefs d'accusation qui relie à peu près tous les accusés dans l'opération Colisée. Et évidemment, il y a tous les chefs qui concernent les activités illégales de ce clan-là, c'est-à-dire l'extorsion, le bookmaking, la prise de paris illégaux. Parmi toutes ces arrestations, il faut en retenir 6, soit celles des gros bonnets du clan Rizzuto qui seront accusés ensemble. Le groupe des 6, c'est vraiment l'état-major du clan Rizzuto. Ce sont les personnes les plus haut placées dans l'organisation de Rizzuto. Alors, le parrain, Niccolo Rizzuto, qui a ses 2 conseillers, Paolo Renda, Rocco Sollecito. Et sous eux, il y a des gens qui travaillent pour eux, qui se mouillent un peu plus, Francesco Arcadi, et travaillent pour Francesco Arcadi, Francesco Del Balso et Lorenzo Giordano. Paolo Renda, 69 ans, est le gendre de Nick Rizzuto. Les autorités pensent qu'il est un des membres les plus influents du clan. Il serait considéré comme l'expert en finance du gang et son stratège. Rocco Sollecito, 60 ans, est le plus discret du lot et il serait le gardien de la tradition. Un allié depuis toujours des Rizzuto, il aurait arbitré certains conflits internes du clan et touchait sa part des revenus. Francesco Arcadi, 54 ans, faisait partie de la garde rapprochée de Vito Rizzuto depuis 20 ans. On dit qu'en l'absence de ce dernier, il aurait pris en main la marche des affaires du clan sur le terrain. Il passe pour un dur à cuire qui ne fait pas l'unanimité autour de lui à cause de son manque de tact. Francesco Del Balso, 38 ans, serait l'un des 2 lieutenants d'Arcadi et la vedette montante du gang. Il passait pour avoir la mèche courte et serait un habitué du casino où il aurait misé plus de 8 millions en quelques années. Il blanchissait ainsi l'argent de diverses combines du clan, croit la police. Lorenzo Giordano, 45 ans, serait l'autre bras droit d'Arcadi et l'un des membres les plus violents et les plus craints du gang. 13 ans moyen, il avait un train de vie princier et jouait beaucoup au casino de Montréal, tout comme son ami Del Balso. L'opération Colisée s'est donc soldée par de nombreuses arrestations, des saisies de drogue de même que par la confiscation ou le gel de biens valant des millions de dollars. Les inspecteurs de Revenu Canada ont eu un important rôle à jouer dans cette facette de l'enquête. On a saisi pour 3 millions de dollars et de jolies maisons. Mais le gros de l'argent est encore bien à l'abri. La puissance du crime organisé est là, sa force corruptrice aussi. La mafia, depuis longtemps, réinvestit ses profits dans l'économie légale.
le Parlement, l'an dernier, a modifié le code criminel pour renverser le fardeau de la preuve en la matière. Une personne reconnue coupable de certains crimes de gangstérisme doit démontrer que ses biens n'ont pas été obtenus par l'argent du crime. Cette règle, longtemps réclamée par les policiers, n'a pas encore été testée au Canada. Ailleurs, ses succès sont encore bien timides. C'est là que se trouve la prochaine frontière de la lutte au crime organisé. Depuis 2005, le législateur a facilité la tâche des poursuivants en matière de confiscation. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est trouvée coupable, soit de gangstérisme ou d'infractions relatives aux drogues, par exemple, la Couronne a seulement démontré que les revenus légitimes de cette personne-là ne sont pas suffisants pour justifier l'ensemble de son patrimoine. C'est à l'accusé de démontrer que ces biens n'ont pas été acquis criminellement. Mais, malgré que ce fardeau-là a été allégé, les défis sont toujours aussi grands parce que les criminels vont utiliser beaucoup de prête-noms et vont utiliser différentes méthodes de lessivage avec plusieurs entremetteurs qui fait en sorte qu'il est très difficile d'identifier les biens qui sont réellement la propriété de ces gens-là. Après la pause, les policiers réussissent le tour de force d'épier les mafiosi dans leurs repères. Quand on apprend comment ils sont allés poser des micros dans le café, le petit café de la rue Jarry, c'est un roman en soi. À Montréal, en novembre 2006, plus de 700 policiers procèdent à la plus grande rafle anti-mafia jamais effectuée en territoire canadien. Ils arrêtent pas moins d'une centaine de suspects, dont le parrain Nicolo Rizzuto et 5 des caïds de son clan. Ces 6 prévenus devront répondre ensemble de diverses accusations, dont celles de complot d'importation et de trafic de drogue, de même que de gangstérisme. L'enquête qui a mené à cette opération est d'une envergure sans précédent. C'est une enquête qui est vraiment spectaculaire parce que les policiers ont réussi ce qu'on croyait impossible de réussir, c'est-à-dire infiltrer le clan Rizzuto, infiltrer les têtes dirigeantes. Essentiellement, c'est de l'écoute et c'est des caméras. C'est des techniques de preuve assez sophistiquées et c'est beaucoup aussi d'acrobatie que les policiers ont dû réaliser au cours de cette enquête-là. Quand on apprend comment ils sont allés poser des micros dans le café, le petit café de la rue Jarry, c'est un roman en soi. Le Cosenza, c'était le quartier général du clan Rizzuto, qui a changé de nom par la suite, qui est devenu, durant l'enquête, c'est devenu Association Cattolica Heraclea, qui est le nom du village d'où est originaire Nick Rizzuto. Dans l'arrière-boutique de ce café se tenaient des réunions vraiment secrètes. Et la preuve, ils ont réussi à amasser la preuve vidéo et audio de ces rencontres-là. Il y a eu 192 opérations d'échange d'argent qui ont été filmées par les policiers à l'intérieur même du Cosenza. Et ils ont aussi réussi à faire la même chose là où la jeune génération de mafieux se tenait, au bar Lannec à Laval. Il y a eu plusieurs anecdotes qui ont marqué l'installation de cette technologie-là au Cosenza. Entre autres, les policiers sont allés au moins à une 40aine de reprises parce que des micros étaient mal installés, trop près, entre autres, de la cafetière. Donc, il fallait déplacer le micro parce qu'on n'entendait rien. Des micros qui ne fonctionnaient pas, il fallait retourner à l'intérieur de nuit pour réparer les micros, il fallait les déplacer. Mais aussi, à un certain moment, il y a eu des rénovations à l'intérieur du Cosenza. Et il y a même une caméra qui a été peinturée par les ouvriers qui rénovaient le Cosenza. La façon dont le Cosenza est fait, la 3e pièce, dans le fond, où il y avait simplement quelques chaises, une table et une lampe. Et c'est dans cette pièce-là que les principaux lieutenants du clan Rizzuto se partageaient l'argent. L'argent qui provenait des différents crimes, c'est-à-dire extorsion, menaces, bookmaking, trafic de stupéfiants. Donc, les différents soldats, pardonnez l'expression, mais du clan, apportaient leur argent à cet endroit-là. Par la suite, les lieutenants se séparaient l'argent et le patriarche, Nick, avait toujours la curieuse habitude, et ça a été maintes fois filmé par les policiers, quand il recevait sa liasse d'argent, il se levait debout, il mettait sa jambe sur une chaise, levait son pantalon, il avait des chaussettes qui étaient hautes, et prenait la liasse d'argent et la glissait simplement dans ses chaussettes, descendait son pantalon
et ensuite remettait son chapeau de feutre mou et quittait l'établissement comme si de rien n'était. D'autres activités encore plus inquiétantes sont filmées. En septembre 2006, les policiers remarquent qu'on manipule des armes de très, très haut calibre. On parle de mitraillettes, d'armes de poing avec silencieux. Non seulement on manipule ces armes-là avec des gants, mais également on tire ces armes-là avec ces armes-là pour voir si elles fonctionnent. Les policiers ont aussi obtenu de la preuve par écoute électronique. Et ça, c'est fascinant. Les mafieux d'aujourd'hui parlent au téléphone sans arrêt. On n'est plus du tout dans l'époque où les mafiosos marchaient dans un champ pour se dire des choses à l'oreille. Les moyens électroniques modernes ont pratiquement étêté la mafia parce qu'ils se parlent au téléphone sans arrêt. Et ils ont recueilli sur plusieurs années, évidemment, peut-être 5 ans d'enquête, 1 million de conversations téléphoniques. La mafia est une organisation criminelle très difficile à infiltrer. Contrairement à d'autres opérations célèbres, comme dans Printemps 2001, où on a eu recours aux témoignages de témoins repentis, dans le projet Colisée, il n'y avait pas de tel type de témoins. Donc, il fallait analyser l'écoute électronique pour pouvoir, comme dans un casse-tête, venir à la conclusion, en ajoutant chacune des pièces du casse-tête, venir à la conclusion que des crimes avaient été commis et pouvoir attribuer une responsabilité criminelle aux auteurs de ces crimes-là. Autant l'enquête a été longue, complexe et vaste, autant il est compliqué de s'y retrouver dans ses résultats. Pour l'essentiel, on peut identifier 3 révélations principales qui ont été faites au fil des procédures. La première concerne la mainmise de la mafia montréalaise sur l'importation de drogue en provenance de l'étranger via l'aéroport Montréal-Trudeau. L'enquête Colisée, ça l'a illustré aussi la corruption. Okay? Le volet corruption très important, entre autres, à l'aéroport Montréal-Trudeau, où eux autres avaient recruté, je pense qu'il y avait peut-être une bonne douzaine d'employés. Ils facilitaient, ces gens-là, l'importation de cocaïne à travers l'aéroport. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement troublant parce que la mafia a pu acheter la coopération de certaines personnes qui travaillaient à l'aéroport pour permettre l'importation de drogue. Alors, par toutes sortes de moyens, soit cachés dans des contenants de nourriture, soit cachés dans des valises, soit cachés sur des gens. Et là, avec la collaboration de douaniers, on permettait à ces gens-là d'entrer et de ne pas être fouillés, par exemple. Alors, le dossier de l'aéroport est vraiment l'illustration de la force de la mafia, de la force de la corruption et comment on peut faire entrer des quantités phénoménales de drogue en achetant tout simplement des personnes, parce que c'est que de cette façon-là qu'on va réussir à faire entrer de la drogue impunément. La deuxième révélation de l'opération consistait en la mise au jour d'un réseau de jeunes mafiosi qui exportaient de la marijuana aux États-Unis via la réserve de Akwesasne notamment. Toutes les organisations criminelles sont dans cette activité-là. Un, parce que c'est payant, puis 2, parce que les sentences sont moindres. Et la mafia italienne ne faisait pas exception à ça. Il y avait une jeune branche du clan sicilien qui s'occupait d'exportation de marijuana aux États-Unis. La troisième révélation de l'opération Colisée a trait aux activités du clan dans les paris sportifs sur Internet. Il y avait des joueurs partout dans le monde qui consultaient leur site Internet et qui gageaient. Les membres du clan Rizzuto avaient loué une maison au bord de la mer, au Belize, et c'est là que se trouvait le serveur, et c'est par là que transitaient toutes les transactions de bookmaking. Par la suite, cependant, en cours d'enquête, le serveur a été déménagé sur la réserve amérindienne de Kanawake. Si ma mémoire est bonne, là, en 11 mois, ils ont fait 26,8 millions de profits bruts, juste avec le bookmaking. Ça, c'est juste un petit segment de l'organisation. L'enquête Colisée a aussi fait ressortir que des sommes importantes ont été lavées dans des franchises d'une petite chaîne d'alimentation, des sociétés de financement et des entreprises de construction de Laval et de Montréal. Aucune accusation n'a été portée en relation avec ces opérations de blanchiment d'argent. Les enregistrements de conversations téléphoniques déposés en cours donneront plusieurs exemples de la violence et de l'intimidation dont fait preuve le clan Rizzuto. En voici quelques exemples. Lors de cette conversation téléphonique,
Intercepté par la police, Francesco Del Basso veut chasser de Montréal un installateur de céramique de Québec. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal? Oui. Oui. On aimerait ça, tu viens plus ici à faire des travaux. Vous êtes qui? C'est correct qui je suis. OK? Parce que la prochaine fois, tu ne partiras pas du site. OK? Non, mais monsieur, qui parle, là? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. Il y avait toutes sortes d'anecdotes aussi complètement affolantes, notamment sur les crimes de violence, parce qu'ils ne font pas que de l'importation de stupéfiants assis dans leur bureau. Ces gens-là sont aussi dangereux. Lorenzo Giordano, en 2004, sur la rue Saint-Laurent, en face d'un bar, a tiré dans les testicules d'un trafiquant de drogue en pleine rue. Ici, le même Del Balso menace un individu pour qu'il règle une facture. You ordered some stuff from ML Precision there? Yes. Yeah. You know when you're going to pay the bill? Who are you? The guy that's going to make you eat out of a straw for 6 months if you don't go pay him. I beg your pardon? You hear me? I know you have me on tape. Don't worry about it. Just go pay the bill, okay? And I'm not going to come and tell you again. The next time I break your head. Okay? You fucking clown. Don't laugh at me. Ça donne une autre image de la mafia, parce que la mafia, c'est pas juste des gens en costard, bien habillés, qui font des affaires et qui font de la business. C'est aussi des gens qui sont dangereux et qui mettent en péril la sécurité des gens, parce que tous les moyens seront bons pour eux pour arriver à leur fin. Alors, il y a des fiers à bras, il y a des gens qui manient les armes, il y a ceux qui vont chercher l'argent, il y a ceux qui trafiquent la cocaïne, il y a ceux qui ont les contacts sur le terrain. Mais c'est tout ça, la mafia. C'est pas juste des personnages de films. C'est aussi des gens qui sont extrêmement dangereux et extrêmement violents. On est peut-être déjà trop habitué aux opérations de grande ampleur contre le crime organisé. De tels rafles étaient tout simplement impensables il y a 15 ans à peine. L'opération Colisée a montré la nouvelle capacité des forces policières de frapper fort dans des opérations mixtes, comme l'opération Printemps 2001, qui a mené à l'arrestation d'une centaine de motards, dont plusieurs têtes dirigeantes, et sa suite, Shark, au printemps 2009. On y a mis des ressources colossales et les principaux corps de police acceptent maintenant de travailler ensemble. Cette opération du 22 novembre 2006 contre la mafia témoigne de cette révolution dans le travail policier québécois. C'est aussi un message social puissant. Après la pause, la preuve de l'accusation expose d'autres exemples de la manière forte utilisée par la mafia. Del Balso dira lors d'une conversation téléphonique à un autre individu, on l'a frappé à coups de poing, il a ouvert comme une crêpe, il y a du sang partout. Les enquêteurs lancés sur la piste du clan mafieux montréalais des Rizzuto sont parvenus à espionner ses chefs dans leur repère même pour ensuite procéder à leur arrestation dans ce qui s'avère la plus grande opération anti-mafia de l'histoire du pays. Une semaine après la rafle anti-mafia de novembre 2006, une vingtaine de prévenus ont été libérés sous caution sans que le ministère public ne s'y oppose. Les autres doivent passer par l'étape de l'enquête sur mise en liberté provisoire. Elle s'enclenche au début de décembre 2006. Dans le groupe des 6, c'est-à-dire les personnes qu'on appelait les têtes dirigeantes ou ceux qui faisaient partie d'une espèce de conseil d'administration, seules 2 personnes ont demandé d'être mises en liberté. M. Nicolo Rizzuto et M. Francesco Del Balso. L'action se passe au centre judiciaire Gouin à cause du grand nombre de prévenus concernés. La salle est bondée de curieux et de journalistes qui sont là pour voir ce qui arrivera à Nick Rizzuto et aux membres du comité de direction de la mafia montréalaise. Les enquêtes sur remise en liberté ont été extrêmement couvertes parce que c'était la première occasion pour les médias et pour le public de connaître la preuve. Le procureur de la Couronne, pour faire la preuve de l'organisation de ces gens-là, a déposé un document, un énorme document dans lequel c'était un résumé de la preuve, mais ça faisait des centaines de pages. À la lecture de ces documents, des journalistes constatent que des accusés auraient blanchi l'argent de leur combine en utilisant des entreprises légales. Francesco Del Balso, par exemple, remettait de l'argent liquide à un supermarché en échange de paye officielle. Au dire du commerçant en question, il y était vérificateur de fruits et légumes. Un vérificateur de fruits et légumes qui, à la même époque, flambait des millions au casino. La société Maltz Financing est également mentionnée dans les documents.
Giuseppe Torre, c'est un des membres de la mafia qui a été inculpé. Il a été reconnu coupable de trafic de cocaïne. C'est un de ceux qui était administrateur de la société Malt Financing de Laval. Alors, Financement Malt faisait des prêts à 46,9 % d'intérêt. C'est pas un taux usuraire. Le taux criminel, selon la loi, c'est 60 %. Si les activités officielles de cette société étaient légitimes, ses méthodes de récupération de certains prêts l'étaient moins. À la mi-décembre 2005, une réunion importante a lieu au club Consenza à Saint-Léonard à Montréal. Le sujet de la réunion, c'est comment récupérer 2,5 millions de dollars que doit Magdi Samahan à la mafia montréalaise ou à des membres influents de la mafia montréalaise. Donc, on cherche Magdi Samahan un petit peu partout en ville. Cogne à son bureau, n'est pas là, on ne le trouve pas. Et on fait finalement affaire avec la femme de Magdi Samahan, faisant pression sur elle pour qu'elle signe des hypothèques de 46 % sur 3 propriétés, éventuellement pour saisir les maisons. On a su un peu après, en fin décembre 2005, pourquoi M. Samahan n'était pas là. On l'a retrouvé mort dans un hôtel de la Rive-Sud de Montréal. Et la version de Madame, c'est que Magdi Samahan s'est suicidé, craquant sous la pression de la mafia. La révélation des liens entre la société Malt et certains personnages en a fait tiquer plusieurs. L'un des principaux avocats corporatifs agissant pour cette société siégeait au comité exécutif de la ville de Laval. L'engagement de l'avocat Basile Angelopoulos dans les dossiers de Malt était parfaitement légal. Mais il soulevait la question. Pour une simple raison d'apparence, était-il mieux qu'il n'occupe pas cette fonction publique d'importance? Éventuellement, l'avocat Angelopoulos a cessé de représenter Malte. Les comptes rendus de l'écoute électronique démontrent que parfois, il est très pratique de connaître un Rizzuto. C'est un promoteur immobilier du nom de Terry Pomeranz qui, une nuit, se fait voler son véhicule qui est un Cadillac Escalade de couleur blanche. Un beau véhicule qui vaut très cher, mais ce qui le chicote particulièrement, c'est qu'à l'intérieur de son véhicule, il y a également une mallette très importante. Il appelle la police d'abord et ensuite son ami Vito Rizzuto. Et Rizzuto prend le téléphone et là appelle en cascade son lieutenant qui lui appelle ses gars sur le terrain. Connais-tu quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un? Et effectivement, dans le temps de le dire, on retrouve la voiture, mais on ne retrouve pas la mallette. Vito Rizzuto rappelle à ce moment-là ses contacts qui, selon eux, c'est ce que les policiers entendent sur l'écoute électronique, Vito capote et veut absolument que la fameuse mallette soit retrouvée. À ce moment-là, encore une fois, la chaîne de téléphone se fait aller et la mallette est enfin retrouvée. Qui a la moindre valeur, n'appelez peut-être pas nécessairement la police. On entend souvent dire que les mafieux investissent leur argent dans des affaires légitimes. Ce fut vrai dans le cas de Paolo Renda et de quelques autres qui misèrent environ 5 millions dans Mount Real et le réseau North Shield qui, en mai 2005, a été saisi par l'autorité des marchés financiers et a déclaré faillite quelques mois plus tard. L'essentiel des fonds des investisseurs, 472 millions, n'a pas été retrouvé. L'âme dirigeante de North Shield allait apprendre que si on a des investisseurs mafieux dans son entreprise, mieux vaut la faire prospérer. Les membres du clan Rizzuto ont perdu 5 millions et évidemment, ils n'étaient pas contents. À un certain moment, Giordano Del Balzo et un autre individu décident de rencontrer est un mot bien faible, décident de rencontrer le président de North Shield, John Xantoudakis, dans un bureau d'avocat de la place Ville-Marie. Et ce qu'on entend sur l'écoute électronique, ce que les policiers entendent, c'est que les 3 hommes flanquent toute une raclée à M. Xantoudakis, qui d'ailleurs venait de subir une chirurgie plastique. Et Del Balzo dira lors d'une conversation téléphonique à un autre individu, on l'a frappé à coups de poing, il a ouvert comme une crêpe, il y a du sang partout. 2 mois après leur arrestation, Niccolo Rizzuto et compagnie tentent toujours d'être libérés sous caution, mais les procédures traînent. Le parrain, dit-on, prend son mal en patience. Comme tous les grands caïds qui arrivent en prison, Niccolo Rizzuto a été pris en charge à ce moment-là par Mario Brouillette, un Hells Angels de Trois-Rivières. À Bordeaux, quand il est arrivé là, il ne trouvait jamais sa cellule. Fait que
En farce, les détenus lui ont dessiné un drapeau italien, puis ils ont mis ça sur le mur de la cellule, puis c'est comme ça que ça se retrouvait après. À un moment, l'aîné des Rizzuto a des ennuis de santé et est hospitalisé. Tout rentre dans l'ordre, et c'est finalement à la fin de l'été 2007, soit plus de 8 mois après son arrestation, qu'on entame le vrai débat sur sa libération sous caution. L'enquête sur remise en liberté de Niccolò Rizzuto a commencé au mois d'août 2007. Effectivement, il y avait plusieurs membres de sa famille qui étaient présents, notamment sa petite-fille, son petit-fils, sa fille était là. Bon, son fils Vito, naturellement, n'était pas là. Il est détenu aux États-Unis. Et il y avait plusieurs personnes, il y avait évidemment des journalistes, plusieurs personnes qui étaient là pour voir comment ça allait se passer. Et plusieurs amis, vraisemblablement, de Niccolò Rizzuto qui étaient présents dans la salle. Entre-temps, le sort du fils Rizzuto s'était scellé dans une cour new-yorkaise. Au début de mai, Vito Rizzuto avait été condamné à 10 ans ferme dans une prison américaine au Colorado. Compte tenu du temps qu'il avait passé derrière les barreaux avant sa condamnation, il restait au caïd montréalais un peu plus de 5 ans à purger. C'est donc dire qu'il ne rentrerait pas à Montréal avant l'année 2012. Il aurait alors plus de 65 ans et son père près de 90. Après la pause, le poids de la preuve fait fléchir Rizzuto et ses lieutenants. Depuis un bon moment déjà, il y avait des rumeurs que les 6 principaux dirigeants allaient plaider coupables. Pardon, mademoiselle, est-ce qu'on vous a déjà dit que... Que je ressemble à Céline? Oui, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Je commence à penser que c'est vrai. Je pense que c'est à cause de mes cheveux. C'est peut-être mon sourire. C'est vrai que j'ai un peu le même sourire. En tout cas, c'est pas à cause de ma voix. Entre vous puis moi, si j'étais la vraie Céline, je serais pas au Saint-Hubert. C'est encore drôle. Les jours Sears sont presque terminés. En vedette, nos plus bas prix de la saison. Comme ces serviettes L'Atelier du Style à seulement 6,39 chacune. Plus cette veste Nevada de duvet mélangée à 74,99. Les jours Sears n'ont lieu qu'une fois par saison, donc ne les manquez pas. Chez Dodge, nous créons des abris pour vos joueurs préférés. Des vestiaires. Fauteuils magiques. Des salles de cinéma. Nous fabriquons la mini-fourgonnette la plus vendue au Canada, la Dodge Grand Caravan. Venez voir ce que nous avons créé pour vous. Profitez de nos offres exceptionnelles et osez comparer chez votre concessionnaire Dodge dès aujourd'hui. J'ai beaucoup de patience, remarquez. Mais il faut que j'en aie parce que le téléphone sonne constamment. Et l'autre jour, Chantal appelle. Juste parce qu'elle a encore ruiné sa vie. Ah, crétac. Je lui ai dit, c'est pas laid, mais c'est spécial. Hein? Quand je me couche le soir, je me dis, une autre bonne journée de fête. La couvrance lumineuse d'un fond de teint et le pouvoir d'un hydratant anti-âge, maintenant réunis dans Definity Éclat retrouvé de Olay. Il corrige instantanément votre teint et combat ce qui vieillit le plus votre peau, comme l'apparence des rides et des décolorations. Éclat retrouvé de Olay. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de battre mon record. 61 assiettes et un pressage. C'est trop plein. Cette charge-là sera jamais propre? Ben, il l'était, moi, quand j'ai battu le record. Attention! Désolé. Les sachets Action Packs de Cascade, 4 fois plus concentrés pour rendre propre les plus grosses charges du premier coup. Victime de malveillance et d'enquête bâclée. C'est carrément un déni de justice. Qui va finir par me comprendre vraiment? Ils sont condamnés à tort et leurs vies ont basculé. Il n'y a pas juste une victime. Tout le monde en paye le prix. Rescapés de la justice, jeudi 21h à Canal D. La nature est bonne pour nous. Avec un peu de soleil, de pluie et de temps, elle produit le meilleur maïs blanc. Et c'est ce maïs blanc que l'on retrouve dans les croustilles Tostitos. Maïs à grains entiers. 14 grammes de grains entiers dans chaque portion. Tostitos, savourez les bienfaits des grains entiers. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le site jarret.qc.ca.
Votre résolution est d'arrêter de fumer? Ceci te fournit des moyens pour réussir. L'opération Colisée, lancée contre le clan mafieux des Rizzuto, a permis l'arrestation d'une centaine de truands, dont 6 des têtes dirigeantes, dont le parrain Niccolo Rizzuto. Ces caïds tentent depuis des mois d'être libérés sous caution, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Pendant qu'on renvoie les débats sur la libération provisoire de Rizzuto et compagnie d'une audience à l'autre, les rumeurs courent dans les couloirs du palais de justice. Les procureurs de l'accusation et les avocats des accusés auraient engagé de longues et difficiles négociations. Depuis un bon moment déjà, il y avait des rumeurs que les 6 principaux dirigeants allaient plaider coupables. Dès le début des procédures judiciaires, il y a eu des négociations qui se sont entamées. Dès que les avocats de la défense ont traversé la preuve, ont potassé la preuve, il y a eu déjà des négociations. C'est comme ça dans bien des dossiers. C'est pas un secret, là. La plupart des dossiers se règlent par des plaidoyers de culpabilité et ceux-là font pas exception, surtout avec une preuve aussi étendue. Si on s'affaire à négocier le sort des caïds du clan, on prépare également l'instruction des 11 procès qu'on allait faire aux autres suspects arrêtés en marge du fameux raid de novembre 2006 contre le clan Rizzuto. Des procès qui allaient porter sur l'ensemble des trafics mis au jour à l'aéroport Montréal-Trudeau, sur les activités de bookmaking, le trafic de marijuana, la possession d'armes ou encore la corruption d'une douanière. Au printemps 2008, près d'un an et demi après la rafle de l'opération Colisée, voilà que ce sont les autorités italiennes qui accusent le clan Rizzuto. La police antimafia italienne accusait les Rizzuto père et fils, Arcadi, Renda et d'autres d'activités de corruption, de manipulation boursière et d'appropriation par des méthodes illégales de contrats publics. Elle estimait que le clan Rizzuto avait créé là-bas une entreprise de façade qui lui permettait de répondre à un appel d'offres visant la construction d'un pont entre la Sicile et le continent italien, un projet de quelques 8 milliards de dollars. Si les Rizzuto avaient obtenu le contrat de construction du pont, le clan aurait pu blanchir une somme d'argent colossale dans l'opération. Les autorités italiennes ils ont émis des mandats d'arrestation contre nos dirigeants mafieux. Donc là, à ce moment-là, toutes les négociations ont stoppé parce que les avocats étaient intéressés de savoir qu'est-ce que les autorités italiennes avaient. Est-ce que c'était sérieux? On ne sait pas où en est l'affaire, les mandats d'arrestation internationaux étant, par définition, secrets. Mais on peut penser que Vito Rizzuto n'en a pas fini avec la justice. Les procédures, ici, suivent leur cours. Le 15 septembre 2008, les parties en cause se présentent devant le juge Jean-Pierre Boyer, au Centre de services judiciaires Gouin. Le débat va s'ouvrir, le procès du groupe des 6 va finalement s'instruire. Un coup de théâtre survient alors. Alors, en septembre 2008, on a su dans les heures qui ont précédé le procès ou dans les jours qui ont précédé le procès qu'il n'y aurait pas de procès et que les 6 têtes dirigeantes allaient plaider coupables. Alors, on s'est donc rendu au centre judiciaire Gouin pour entendre ces 6 personnes-là enregistrer des plaidoyers de culpabilité, reconnaître littéralement qu'ils avaient participé aux activités de la mafia pendant des années en faisant du trafic de stupéfiants, de l'importation, et tout ça au profit d'un gang. Le gang, ici, c'est la mafia, c'est pas un secret. Les accusés plaidés coupables ont reconnu leur culpabilité à quelques chefs d'accusation, mais ce sont des chefs qu'on peut considérer globaux, donc qui englobent la totalité de la période de l'enquête. C'est suite à des discussions qu'on ne veut pas divulguer aujourd'hui qu'on a décidé de régler ce dossier-là. Ce qu'on apprendra quelques jours plus tard, c'est que dans un ultime et exceptionnel effort de règlement, les 2 parties ont même fait appel au juge Jean-Pierre Bonin pour qu'il serve de médiateur, ou plutôt de facilitateur. Lorsque on a constaté qu'on était devant une impasse, nous avons requis, défense et couronne, l'assistance d'un juge facilitateur qui a présidé des séances de négociation et toutes les parties étaient là avec le juge à ce moment-là. Chaque partie a la chance devant un juge facilitateur de faire valoir son point de vue quant à la qualité de la preuve, par exemple, quant à la sentence que le crime mérite, quant à un paquet de facteurs qui jouent d'un côté comme de l'autre. C'est la nouvelle tendance dans le monde judiciaire, la médiation dirigée par un juge. Introduite d'abord dans les affaires civiles et familiales, on la voit maintenant s'implanter en droit criminel depuis le début des années 2000.
n'importe quel accusé peut maintenant demander une conférence de facilitation sans frais. Les avocats se retrouvent devant le juge. Celui-ci dirige la négociation et donne son avis sur ce qui pourrait être acceptable ou non. Si une entente est conclue, un document est signé et le tout est soumis à un juge différent, sauf des cas complexes comme celui-ci. S'il n'y a pas d'entente, un autre juge entendra le procès. La défense achète la certitude en échange d'aveux de culpabilité. La couronne évite un long procès avec les risques que cela comporte. Et chacun lâche du lest. Dans ce cas-ci, c'est un juge d'expérience et très respecté qui a présidé à la facilitation, Jean-Pierre Bonnin, et c'est lui qui a entériné l'entente. Après la pause, les 6 dirigeants du clan Rizzuto règlent la facture. Mais ils sont pas morts, sont pas à terre parce qu'ils sont très bien organisés, sont très structurés et sont surtout très riches. Ils ont surtout aussi beaucoup de contacts. Niccolo Rizzuto et 5 de ses acolytes, accablés par la preuve accumulée contre eux dans le cadre de l'opération Colisée, ont entamé dès le départ de longues négociations avec l'accusation. On veut éviter ainsi l'instruction d'un long procès coûteux en échange de peines plus ou moins allégées. Ça a pris du temps, mais c'est comme ça que le dossier a fini par se régler 2 ans plus tard. C'est pas exagérément long, 2 ans de négociation dans un dossier de cette ampleur-là, avec des conséquences comme celles que ça allait entraîner, parce que quand même, ces gens-là ont eu des sentences très, très lourdes. Au bout du compte, les 6 dirigeants du clan Rizzuto se reconnaissent coupables de crimes graves, comme ceux de gangstérisme, complot et possession d'argent criminellement obtenu. Le procureur de la Couronne, Maître Poulin, a étalé les faits et a suggéré au juge d'imposer les peines sur lesquelles les 2 parties s'étaient entendues, ce qui fut fait. Alors, les gens qui étaient les plus impliqués, qui avaient les 2 mains dedans, comme on dit, alors Francesco Arcadi, Lorenzo Giordano et Francesco Del Balso, ont eu des peines de 15 ans de prison, avec l'obligation de purger la moitié de la peine. C'est une obligation qui vient très souvent avec les accusations de gangstérisme. Les 2 autres accusés les plus âgés, Paolo Renda et Rocco Solecito, reçoivent respectivement des peines de 6 et 8 ans de prison, moins l'équivalent de 4 ans passés en détention préventive. Nous sommes satisfaits que nous avons réussi, après tout ce travail, à arriver à un déroulement qui semble faire le consensus du bord de la couronne que de la défense. Reste Niccolo Rizzuto, qui est condamné à 4 ans de prison. Et Niccolo Rizzuto, qui est au sommet de la pyramide, c'est celui qui a eu la peine la moins importante. Contrairement à la croyance populaire, M. Rizzuto a joué un rôle dans toute cette aventure-là qui était beaucoup plus mineur que d'autres personnes. La réputation de M. Rizzuto, qui serait, semble-t-il, l'un des chefs ou le parrain de la mafia montréalaise, ce n'est pas un élément qu'on peut mettre en preuve devant un tribunal. On doit se baser sur des faits bien précis et que l'on peut prouver par des observations ou par de l'écoute électronique, par exemple. Alors, la preuve qui était disponible à l'écart de Nick Rizzuto démontrait que cet individu fréquentait de façon quotidienne le club social Le Cosenza. Et qu'est-ce qu'on a pu observer à cet endroit-là au sujet de ses activités? C'est que la majorité du temps, il jouait aux cartes et parfois participait à des réunions qui traitaient des affaires de l'organisation. Mais jamais M. Rizzuto s'est impliqué dans des discussions, par exemple, qui traitaient des crimes les plus graves, comme le trafic de drogue, l'importation de drogue. M. Rizzuto, au moment où le juge a imposé la sentence de 4 ans, avait déjà purgé 2 années d'incarcération en détention préventive. Donc, selon les principes, la coutume, les principes qui sont appliqués, ça compte en double, de sorte que le juge devait lui créditer 4 années d'incarcération. Il est donc sorti de prison le soir même où la sentence a été imposée et a dû respecter une ordonnance de probation pour les 3 années qui suivent. Au lendemain de la libération du vieux mafieux, bien des voix se sont élevées contre la pratique judiciaire du temps double. En vertu de cette règle non écrite, chaque jour passé en prison avant d'être déclaré coupable est calculé en double, parfois même en triple, au jour de la sentence. Comment le justifier?
parce que le temps, à ce moment, n'est pas divisible par une libération conditionnelle et que le détenu est dans des conditions plus difficiles, sans accès au programme des pénitenciers. On parle d'abolir cette pratique, mais cela ne veut pas dire que les peines de prison vont soudainement exploser. Les négociations entre avocats se feront probablement sur une base mathématique différente. Au dénouement de l'affaire, les uns et les autres dressent le bilan de l'opération Colisée. C'est une enquête qui a coûté 60 millions. En termes de produits de la criminalité, on a pu récupérer une infime partie de ce 60 millions-là. On peut se poser la question, est-ce qu'on a encore les moyens de se payer des enquêtes comme celle-là? Mais en même temps, est-ce qu'on doit laisser des crimes se poursuivre ou se produire? Je pense que la mafia montréalaise a été ébranlée par les arrestations du projet Colisée. Mais des organisations criminelles comme la mafia qui existe depuis des centaines d'années vont continuer d'exister malgré que leurs membres tombent. L'opération Colisée s'est attaquée plus spécifiquement à l'une des branches de la mafia montréalaise. Sans aller dans des détails, je pense qu'il est très, très clair que d'autres branches sont toujours actives. Une chose est sûre, oui, c'est une première au Canada, des chefs de la mafia qui sont emprisonnés, sauf que c'est pas ça qui a ébranlé le crime organisé italien à Montréal. Ils se sont fait prendre aussi un peu bêtement en se pensant intouchables à l'intérieur du Consenza. T'sais, au niveau du prestige dans le milieu, ils ont perdu beaucoup de respect à cause de la façon dont ils sont fait pincer, de la façon dont les conversations qui ont été rendues publiques dans cette affaire-là. Disons qu'ils ont perdu pas mal de lustre, le clan sicilien. Alors, quand est-ce que les organisations criminelles seront démantelées, seront vraiment anéanties, quand le robinet va être fermé, quand l'argent va être retiré, et ça n'arrive pas. Mais ils sont pas morts, sont pas à terre parce qu'ils sont très bien organisés, sont très structurés et sont surtout très riches. Ils ont surtout aussi beaucoup de contacts dans tous les milieux, autant dans le milieu criminel, et leur force aussi, c'est leur contact dans les milieux d'affaires et politiques. Et je pense que l'étendue de leurs opérations et de leurs entrées est beaucoup plus grande que l'on soupçonne ou qu'on est capable de démontrer. Alors ça, c'est l'autre aspect qui est frappant. La conclusion de cette rafle historique en a laissé plusieurs sur leur appétit, étant donné la sortie de prison du parrain Rizzuto. Mais la preuve recueillie contre lui ne permettait pas de l'envoyer en prison pour l'ensemble de son œuvre. N'oublions pas non plus que les principaux lieutenants ont écopé de peines passablement sérieuses. Ces coups de filet spectaculaires sont une nouveauté et une preuve de la capacité de nos polices à se moderniser pour lutter contre des organisations complexes. Plusieurs questions se posent quand même. Finance-t-on adéquatement la poursuite pour éviter les ententes à rabais? Et puis, comment s'attaquer aux finances du crime organisé, à son introduction dans l'économie légale et à sa force de corruption? C'est un vaste programme. Mais hier encore, qui aurait prévu un coup de filet comme celui du 22 novembre 2006? N'êtes pas satisfait? Nous vous rembourserons. Essayez Activia sans gras, un pur délice. La justice québécoise a été marquée par des causes complexes mais ô combien passionnantes. La saga du Doc Mayou, l'opération Colisée contre la mafia italienne et bien d'autres. Suivez-moi au cœur des affaires judiciaires qui ont récemment fait la manchette au Québec. Dossier justice, jeudi 20h à Canal D. Dans une banlieue fortement peuplée de Mexico, un camion-citerne vient d'être percuté par un train de passagers. Le camion-citerne renferme 14 000 litres d'essence et le feu qui se propage menace de tout faire exploser. Les pompiers ne sont pas encore arrivés sur les lieux et les forces de police ont procédé à l'évacuation des 30 passagers du train. Elles tentent de sécuriser le périmètre, mais de nombreux habitants ne semblent pas conscients du danger qui couve à l'intérieur du camion-citerne. Tandis que les flammes poursuivent leur folle progression, les voitures continuent à circuler à proximité sans se douter qu'une explosion phénoménale peut survenir à tout moment. Quelques secondes plus tard, les flammes s'élèvent à plus de 100 mètres dans le ciel. L'explosion est visible depuis toute la ville.
Les pompiers arrivent enfin et finissent par maîtriser l'incendie. L'enquête déterminera que c'est le conducteur du camion-citerne qui est responsable de la collision, car il a tenté de traverser la voie ferrée avant le passage du train. Malgré la puissance de l'explosion, seules 4 personnes ont été blessées. En Californie, dans le désert Mojave, se trouve un lac sec parfaitement